Glocknin a été condamné à plus de 7 ans de prison fédérale. Le parcours de Glocknin dans le rap a été marqué par de trop nombreux démêlés avec la police. Malgré de sérieuses compétences au micro, ses activités annexes et sa vie dans la rue ne cessaient de le replonger dans les ennuis. Il a finalement été arrêté en possession de drogue et d'un Glock 27 volé. C'est ainsi qu'il a été arrêté pour possession d'une arme à feu non enregistrée, usurpation d'identité et possession d'une arme à feu et de munitions. Ce n'est pas tout, il est toujours accusé de tentative de meurtre et de racket. Est-ce un adieu définitif pour le rappeur d'Orlando? Principaux événements ayant conduit à la condamnation de Glocknin à une peine de prison. Le 6 avril 2023, à 10h du matin, le rappeur Glocknin, né Jacavius Denard Smith, a vécu un moment décisif dans un tribunal d'Orlando. Il a été condamné à une peine de 7 ans de prison après avoir été reconnu coupable de racket et d'infraction à la législation sur les armes à feu. La condamnation a suscité des réactions mitigées. Ses partisans ont exprimé leur consternation, soulignant l'impact sur sa carrière musicale en plein essor et son jeune âge. Avant cette scène décisive, le parcours de Glocknin dans l'industrie musicale a commencé dans les rues d'Orlando, où il se forgeait un nom qui résonnerait dans les ruelles et les avenues, bien avant que le monde ne le connaisse en tant que rappeur. Avant les lumières, la caméra et les prouesses lyriques qui allaient le définir, il y avait juste un gamin qui avait une faim insatiable d'adrénaline et un désir de se frotter aux flics de toutes les façons possibles. Dès le départ, l'environnement de Glocknin a été un creuset qui a forgé son caractère dans le feu. La rue n'était pas seulement une toile de fond, c'était une entité vivante, une école sévère qui transmettait des leçons d'une manière dure mais indéniable. Avec un père qui ne cessait d'entrer et de sortir de l'ombre de la prison, et une mère qui luttait pour joindre les deux bouts, sa réalité était celle d'une pauvreté qui brisait l'âme ou la rendait forte. Cependant, ce n'était pas seulement son manque de confort économique, c'était aussi les attentes des gens, grandissant dans un quartier où l'avenir d'une personne semblait souvent prédéterminé par les cartes de la vie qui lui étaient distribuées. Sa vie familiale était un perpétuel va-et-vient d'amour et de chaos, avec ses frères souvent à ses côtés, à la fois alliés et rivaux. Mais Glocknin n'a pas cherché le danger pour se faire du mal. Il recherchait plutôt le danger pour se sentir, pour exercer un certain contrôle sur les choses qui, selon lui, contrôlèrent sa vie. À mesure que les enfants demandaient plus d'attention, Glocknin est devenu plus téméraire. À l'âge de 10 ans, ses actes cessèrent d'être des jeux d'enfants espiègles et devinrent des cris désespérés pour être entendus, pour être vus. C'est la seule façon d'expliquer l'épisode de l'agent de sécurité du quartier qui l'a terrorisé avec un pistolet à billes. Ce n'était pas la décision la plus intelligente, mais c'était le seul moyen pour Glocknin de montrer aux autres qu'il ne fallait pas se moquer de lui, l'ignorer ou le sous-estimer. À l'adolescence, l'attrait de la rue se fait également sentir. Le bruit des moteurs de voitures le ravit et les courses illégales sur des voitures volées sont sa première expérience de la liberté. Il prenait la voiture de sa mère pour aller dans la rue et avait l'impression de voler. Mais la liberté a un prix, comme Glocknin l'a vite découvert. Ses voisins et ses amis le trahissaient à tout bout de champ, et les risques liés à la consommation de drogue étaient de plus en plus élevés. Adolescent, Glocknin s'est retrouvé derrière les barreaux plus de fois qu'il n'a voulu le compter. Pourtant, à la fenêtre de sa cellule, il entrevoyait une autre vie. Une vie où il pouvait exprimer toutes ses peurs et tous ses rêves en musique. Alors que les rues murmuraient des histoires sur ses performances, une mélodie avait commencé à se créer dans son cerveau. Un tempo battait au rythme du pouls d'Orlando lui-même. À son insu, ce n'était que le début de son voyage, et ce n'est pas dans les excès de vitesse ou les démêlés avec les autorités qu'il s'enfuyait vraiment, mais dans les rythmes et les mesures qui pourraient bientôt constituer sa délivrance. Alors que les rythmes de Glocknin commencent à pulser dans les haut-parleurs des fans et que ses paroles résonnent dans les circuits underground, sa vie dans la rue devient de plus en plus incontrôlable. Son ascension dans le monde de la musique est assombrie par une réputation grandissante dans une arène bien plus dangereuse. Plus sa musique est diffusée, plus il se retrouve aux prises avec la loi et les rues qui l'ont vu naître. En 2015, alors qu'il n'a que 15 ans, Glocknin fait face à de graves accusations qui pourraient faire dérailler la carrière de n'importe quel artiste en herbe. Arrêté en relation avec le meurtre d'un autre adolescent, il a été accusé de coups et blessures graves avec une arme à feu et de décharge illégale d'une arme à feu. Pour la plupart des adolescents, un séjour en détention juvénile peut servir de rappel à l'ordre sévère. Mais Glocknin n'était pas la plupart des adolescents. Sa vie était loin d'être ordinaire et les enjeux étaient plus élevés que jamais. En 2018, ses démêlés avec la justice n'étaient pas seulement des problèmes personnels. Ils menaçaient d'éclipser sa célébrité naissante. Pour les forces de l'ordre local, Glocknin n'était plus seulement un rappeur à potentiel. Il était considéré comme le chef de file de l'AFNF Army, un gang désigné par le FBI comme l'un des plus tristement célèbres de Floride. Les querelles entre gangs, en particulier avec le gang rival 438, dirigé par un autre rappeur de Floride, Hot Boy, n'étaient pas seulement une guerre des mots, mais ont eu des conséquences dévastatrices dans le monde réel, notamment la mort tragique d'innocents comme Daquan James Felix Jr., âgé de 3 ans, et Dennis Joshua Atkinson, âgé de 14 ans.
La notoriété de l'AFNF s'est étendue, tout comme sa réputation. Elle a été cataloguée comme l'un des gangs les plus violents de la région, ce qui a attiré l'attention du FBI. L'armée est dans le collimateur. Ses moindres mouvements sont observés. Ses moindres actions sont scrutées. Mais cette surveillance ne faisait qu'alimenter leur infamie. Leur nom était chuchoté à voix basse dans les coins où la loi n'osait pas s'aventurer. Les activités du gang étaient une tapisserie de l'illicite et du dangereux. Des allégations de fusillade, de trafic de drogue et une série d'arrestations ont suivi dans leur sillage, dressant le portrait d'un gang qui opérait sans crainte. Glocknin lui-même n'était pas étranger à l'intérieur d'une cellule, son casier judiciaire témoignant de la vie qu'il menait et de la compagnie qu'il entretenait. Mais l'AFNF n'a pas été confronté qu'à la loi. Il y avait des rivaux, d'autres groupes qui cherchaient à remettre en cause leur domination. Et aucun n'était plus redoutable que le four 138 de Hot Boy, un gang qui allait devenir leur plus grand adversaire. Le décor était planté pour un choc de titans, une guerre qui sortirait de l'ombre et se répandrait dans les rues. La querelle entre AFNF et Four 138 était plus qu'une simple guerre de territoire. Elle était personnelle. C'était une bataille pour la suprématie, le respect et la couronne de la scène rap de Floride. Alors que les deux camps s'affrontaient, la ville retenait son souffle, attendant de voir qui sortirait victorieux de cette confrontation épique. C'est dans ce contexte que l'AFNF, The Army de Glocknin, est devenue célèbre. Dans les paysages urbains tentaculaires de Floride, un autre récit se déroule parallèlement à celui de Glocknin et de son AFNF, The Army. Il s'agit de l'histoire de Hot Boy, né Javari Later Walker, et de son association avec le célèbre gang des 438. L'ascension de Hot Boy dans l'industrie du rap a été aussi rapide que frappante, sa musique capturant l'essence brute de la vie de la rue avec une précision poétique qui a trouvé un écho chez de nombreuses personnes. Le gang 438, qui tire son nom de la zone 438 du comté d'Orange, en Floride, s'est fait connaître par sa présence inflexible dans les rues. Leur réputation repose sur une loyauté féroce et un code tacite qui les lie les uns aux autres. Hot Boy, avec son charisme magnétique et ses prouesses lyriques, est rapidement devenu le visage de ce collectif, incarnant l'esprit et la lutte de son environnement. La musique de Hot Boy était un vaisseau pour la voix des 438, des histoires de survie et d'ambition tissées dans la trame de ses vers. Des titres comme Don't Need Time et Goat Talk sont devenus plus que de simples chansons. Ce sont des déclarations, des aperçus d'une vie que beaucoup ont vécue, mais que peu ont pu articuler avec autant de clarté et d'impact. La notoriété du gang des 438 s'est accrue au fur et à mesure que l'étoile de Hot Boy grandissait. Plus qu'un simple groupe d'individus, ils étaient un symbole de résilience, un testament de la volonté indomptable de surmonter les circonstances. Les rues étaient leur domaine, et ils y naviguaient avec un mélange de bravade et de stratégie qui inspirait à la fois le respect et la crainte. Mais la notoriété s'accompagne d'une attention qui n'est pas toujours la bienvenue. Les forces de l'ordre ont remarqué l'existence du gang 438 et ses activités sont devenues le point de mire des enquêtes. L'implication présumée du gang dans des activités criminelles a jeté une ombre sur son ascension et il s'est rapidement retrouvé sous l'œil vigilant du FBI. L'histoire du gang 438 est une histoire complexe, un mélange d'ambition et des dures réalités de la vie dans la rue. Leur ascension est un récit ponctué de moments de triomphe et de tragédie, un voyage marqué par la poursuite du succès contre vent et marée. Hot Boy, en tant que voix du four 138, a canalisé ce voyage dans sa musique, transformant ses expériences en hymnes qui ont résonné bien au-delà des limites du comté d'Orange. Le conflit entre AFNF, The Army de Glocknin, et le gang 438 de Hot Boy est une saga marquée par la violence, la rivalité et les représailles. C'est une querelle qui a non seulement fait la une des journaux, mais qui a également jeté une ombre longue et sombre sur les rues de Floride. Cette histoire de deux gangs engagés dans une lutte acharnée pour la suprématie trouve ses racines dans une amitié qui s'est envenimée, transformant des alliés en adversaires et la scène rap en zone de guerre. Le lien entre Glocknin et Hot Boy était autrefois très fort, les deux rappeurs et leurs gangs respectifs évoluant à l'unisson, leur musique étant un langage partagé dans les rues. Cependant, l'harmonie a été de courte durée. L'incarcération puis le retour d'Hot Boy marquent un tournant, ce dernier cherchant à reprendre sa place dans la hiérarchie du rap floridien. La relation s'est rapidement détériorée, les deux artistes se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leur animosité, leurs mots aussi tranchants que des couteaux, coupant profondément le tissu de leur ancienne amitié. Les gangs AFNF et 438, reflétant la discorde entre leurs chefs, se sont engagés dans une série d'affrontements qui se sont transformés en une série d'événements tragiques. Les rues sont devenues le théâtre de ce drame mortel, chaque acte étant plus pénible que le précédent. La fusillade du Mall at Millenia d'Orlando, le 8 octobre, a montré de manière effrayante jusqu'où ces gangs étaient prêts à aller. La cible visée, Glocknin, en a réchappé de justesse, mais l'incident indiquait clairement que la querelle avait atteint un sommet périlleux. La violence ne s'est pas limitée aux figures de proue des gangs.
Des vies innocentes ont été prises entre deux feux, la mort d'un enfant de 3 ans, Daquan James Felix Jr., et celle de Dennis Joshua Atkinson, âgé de 14 ans, rappelant de manière sinistre le coût humain de cette guerre des gangs. La fusillade en voiture qui a coûté la vie à Daquarvius Fudge, 14 ans, prétendument membre de l'un des gangs, a encore souligné la brutalité insensée qui en était venue à définir le conflit. La guerre entre AFNF et 438 ne s'est pas seulement déroulée dans le domaine physique, mais aussi dans le monde numérique. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille où les accusations ont fusé comme des balles, Glock 9 et Hot Boy s'accusant mutuellement de coopérer avec les forces de l'ordre, un péché capital dans le code non écrit de la rue. Ces échanges publics n'ont fait qu'attiser le feu, chaque message et chaque diffusion en direct ajoutant au brasier de leur rivalité. Les enjeux se sont accrus au fur et à mesure que le nombre de morts augmentait. L'assassinat de Wolf Luther King Luma, membre du 438, par un membre de l'AFNF lors d'une fête à Davenport, et la prise pour cible des personnes en deuil lors de ses funérailles, ont illustré de manière frappante les limites que chaque camp était prêt à franchir pour affirmer sa domination et venger les victimes tombées au combat. Le cycle de la violence semblait sans fin, chaque riposte engendrant une nouvelle effusion de sang. La réponse des forces de l'ordre a été rapide et sévère, avec des arrestations et des inculpations de membres des deux gangs. Toutefois, ces arrestations n'ont guère contribué à apaiser les troubles. Au contraire, elles ont servi de catalyseur à l'aggravation du conflit, chaque partie jurant de rester sur ses positions et de poursuivre la lutte. Le conflit entre AFNF, The Army, et 438 est un réseau complexe de loyauté, de trahison et de vengeance. C'est un récit qui continue de se dérouler, chaque chapitre étant écrit dans le sang de ceux qui sont tombés et dans les larmes de ceux qui sont restés derrière. C'est la chaleur de ce conflit qui a entraîné Glock 9 dans les méandres de la justice et de ses fréquents démêlés avec les flics. Problèmes juridiques aggravés et peine d'emprisonnement. Un jour fatidique, le 3 octobre 2018, la loi a rattrapé Glock 9 de manière dramatique. Alors qu'il faisait la course avec sa Dodge Challenger, sa musique était peut-être diffusée à fond dans les haut-parleurs, écho imprudent de sa vie mouvementée. Il a été flashé à 70 km/h dans une zone de 40 km/h. La poursuite s'est terminée à un feu rouge à l'intersection de W Colonial Drive et de N Tampa Avenue. La poursuite s'est terminée à un feu rouge à l'intersection de W Colonial Drive et de N Tampa Avenue. Un officier, attiré par l'odeur de cannabis, s'est approché de son véhicule. La fouille qui s'ensuit est brève, mais incriminante. De petites quantités de cannabis et, plus inquiétant, une arme de poing Glock 27,40 chargée avec un chargeur allongé, positionné de manière inquiétante à côté du siège du conducteur. Ce moment était plus qu'une simple arrestation. Il symbolisait l'intersection de ces deux mondes, la musique et le chaos. Alors que les lumières rouges et bleues se reflétaient dans son rétroviseur, Glock 9 était à la croisée des chemins. Pouvait-il emprunter une voie qui lui permettrait de canaliser son talent indéniable vers la musique, ou la rue continuerait-elle à dicter le rythme de sa vie? En dépit d'une série d'ennuis judiciaires, Glock 9 parvient à verser une caution de 5 450 $, ce qui lui permet de retourner temporairement dans la rue, où sa vie continue d'osciller entre musique et désordre. Cependant, la liberté s'est avérée éphémère. 2 mois plus tard, le 20 décembre, le penchant de Glock 9 pour les ennuis l'a ramené dans le giron familier des forces de l'ordre. Cette nuit-là, au volant d'une Cadillac XTS 2018 de couleur argent, Glock 9 n'est pas passé inaperçu. Sa conduite agressive, il a grillé plusieurs panneaux d'arrêt, a attiré l'attention des agents en patrouille. Ce ne sont pas seulement les infractions au code de la route qui ont attiré l'attention. C'est la voiture elle-même, une balise pour ceux qui connaissent les activités récentes de Glock 9 et de son équipe. Dans la voiture se trouvaient 2 de ses proches collaborateurs, Demetrius Cox Jr. et Jeremiah Robinson, ce dernier étant déjà connu des policiers pour les avoir rencontrés précédemment. La fouille du véhicule s'est déroulée selon un schéma désormais prévisible. Ce n'est pas seulement le sac transparent de cannabis qu'ils ont trouvé cette fois-ci, mais un élément de preuve plus accablant. Un compartiment dissimulant une arme à feu Diamondback noire. Les chefs d'accusation étaient sévères et familiers. Possession d'une arme à feu par un criminel condamné et possession d'une arme à feu ou de munitions par un criminel condamné. Les tentatives précédentes de Glock 9 pour éloigner son identité musicale de son personnage de rue s'effondraient. Chaque arrestation était un rappel brutal de la double vie qu'il menait, un pied dans la lumière de la gloire du rap et l'autre dans l'ombre de la notoriété criminelle. Ce comportement n'était pas seulement un spectacle personnel, mais aussi un spectacle public qui alimentait le récit d'un jeune troublé devenu rappeur, qui s'efforçait de rompre les liens avec un passé tumultueux. La communauté, les fans et les critiques ont vu le potentiel de Glock 9 à devenir une star être continuellement entravé par ses indiscrétions. Chaque gros titre était un coup dur pour sa carrière, un contraste frappant avec les paroles et les rythmes qui parlaient d'une vie à laquelle il aspirait, loin du chaos de la rue. L'histoire de Glock 9 devenait trop familière, une boucle de libération et de capture, entrecoupée d'épisodes musicaux et de querelles.
Après avoir versé une caution de 4 150 $, il est retombé dans les mêmes schémas, se moquant de ses rivaux et adoptant un mode de vie risqué. Sa bravade se manifeste non seulement dans la rue, mais aussi dans sa musique et ses apparitions publiques, où il n'hésite pas à afficher son défi. Cependant, le cycle de l'insouciance a continué à s'emballer. Le 31 mai 2019, Glock 9 s'est retrouvé une fois de plus du mauvais côté de la loi. Alors qu'il circulait dans le secteur de Columbia Street et Goldwyn Avenue à bord d'une Range Rover Velar noire de 2018, son mépris des panneaux de signalisation a attiré l'attention de la police locale. Le pare-brise avant endommagé a donné lieu à un contrôle routier. Un contrôle de routine qui a rapidement dégénéré. Cette fois, Glock 9 était seul dans son fouet. Mais l'odeur familière du cannabis n'a pas échappé à l'agent, ce qui a conduit à une fouille inévitable. Ce n'est pas seulement le sac de cannabis trouvé dans son caleçon qui est inquiétant, mais la découverte de 3 armes à feu dans le véhicule qui aggrave considérablement ses problèmes. Parmi celles-ci, un pistolet Glock 27 de calibre 40 déclaré volé, ce qui témoigne du nom qu'il portait non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que participant à des activités criminelles en cours. À la suite de cette perquisition, Glock 9 a été inculpé de 17 chefs d'accusation graves, dont possession de cannabis dans l'intention de le vendre, possession de plus de 20 grammes de cannabis avec une arme, vol qualifié et possession d'une arme à feu par un délinquant ou un criminel condamné. Cette arrestation n'était pas seulement une nouvelle entaille dans son casier judiciaire. Elle soulignait une tendance inquiétante à l'escalade des conséquences juridiques et à l'implication croissante dans des activités criminelles. Après avoir déposé une caution de 47 000 $, Glock 9 commence à prendre conscience de la réalité de sa situation. Le chemin qu'il suivait semblait destiné à se terminer définitivement derrière les barreaux s'il ne changeait pas. Sa musique continuait de frapper fort, de gagner du terrain et de l'attention. Il devait simplement canaliser son énergie dans son art plutôt que dans la rue. Cependant, il s'est avéré difficile pour Glock 9 de rompre avec ses vieilles habitudes et la nouvelle année 2020 a commencé par une nouvelle arrestation, cette fois à Miami, pour possession d'une arme dissimulée. Le cycle des démêlés avec la justice semble sans fin. À peine sorti de son dernier séjour, un mandat d'arrêt est émis et, le 11 mai 2020, Glock 9 est de nouveau en détention. Cette fois pour possession de munitions par un criminel condamné et possession d'une substance contrôlée, en l'occurrence de l'oxycodone. La série d'arrestations brosse un tableau peu reluisant. Glock 9 enchaînait les affaires comme s'il s'agissait d'accolades dans sa carrière tumultueuse. La situation s'est aggravée lorsque la caution de Glock 9 a été révoquée à la suite d'un témoignage oculaire de Latoya Premem Smith, qu'il a identifié comme le suspect d'un incident déchirant. Une fusillade dans une maison où se trouvait une mère et ses enfants. La cible, semble-t-il, était son cousin, Anthony Williams, connu dans le milieu de la musique sous le nom de rappeur Q-Tem Reese. La jalousie a été citée comme le motif de cet acte effrayant et, le 23 juillet 2020, la police a répondu à un appel de détresse d'une femme au four 2440 Bleasdale Avenue qui associait le Glock 9 à une tentative d'assassinat. Accusé de 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré avec une arme à feu, les accusations sont sévères. Malgré ces accusations graves, Q-Tem Reese a déclaré publiquement qu'il n'y avait pas de querelle entre eux, ce qui a compliqué l'histoire. Pendant ce temps, Glock 9 a accusé Q-Tem Reese et sa mère de l'avoir faussement impliqué dans la fusillade, ajoutant une couche de drame familial et de trahison à ses déboires judiciaires. Sa caution pour l'accusation de tentative de meurtre avait été initialement fixée à 25 000 $, mais elle a ensuite été portée à 35 600 000 $, compte tenu de la gravité des accusations. L'affaire contre Glock 9 s'est intensifiée lorsque les forces de l'ordre ont décidé de perquisitionner le domicile de son grand-père, situé au four 1307 Chantel Road. Les agents, munis d'un mandat de perquisition car l'adresse figurait sur la récente demande de cautionnement de Glock 9, ont découvert des éléments de preuve cruciaux. Ils ont trouvé non seulement l'arme qui aurait été utilisée lors de la fusillade, mais aussi un fusil mitrailleur à canon court, un pistolet Glock 22 de calibre .40 aux couleurs et aux motifs personnalisés. D'autres preuves accablantes sont apparues lorsque les agents ont trouvé une photo sur Instagram de Glock 9 montrant la même arme qui était également visible dans un vlog YouTube de Glock 9 avec son gang, l'AFNF. Accusé de possession d'une arme à feu ou d'une arme à feu par un criminel condamné, Glock 9 a vu sa caution fixée à 4 000 $. Le 20 août 2020, les services de police ont obtenu un mandat pour comparer l'ADN des échantillons d'armes à feu à celui de Glock 9, ce qui a permis de resserrer l'étau juridique. Les résultats du prélèvement effectué le 28 août l'impliquent comme l'un des suspects masculins susceptibles d'avoir possédé l'arme, ce qui a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui. Alors que Glock 9 naviguait dans ce champ de mine juridique, ses rivalités de rue demeuraient une menace mortelle. Une tentative d'assassinat par des membres de gangs opposés, Hot Boy et 438, a marqué une escalade dangereuse de leur querelle permanente. Par miracle, Glock 9 s'en sort indemne, mais son soulagement est de courte durée.
Le mandat ouvert a rapidement conduit à son arrestation au milieu de ce chaos, et bien qu'il ait été libéré moyennant une caution de $300, le décor était planté pour un défi juridique plus sévère. Le 14 octobre 2020, lors d'une rencontre fatidique, un contrôle de routine d'une berline Dodge rouge pour teinte illégale des vitres a conduit à une nouvelle arrestation. Le conducteur, Damara Vega, a finalement révélé que l'arme trouvée dans le véhicule appartenait à Glock 9. Il a été inculpé de possession d'une arme dissimulée ou d'une arme à feu par un criminel condamné et de possession de moins de 20 grammes de cannabis. Le coup de grâce a été porté en janvier 2021. Monique Worrell, qui vient de prêter serment en tant que procureur du 9e circuit judiciaire de Floride, met en accusation le Glock 9. Il a été inculpé de 5 chefs d'accusation pour tentative de meurtre au second degré, une décision qui l'a laissé derrière les barreaux, son sort étant en suspens. Glock 9 a été condamné à 87 mois de prison fédérale. Cette condamnation fait suite au plaidoyer de culpabilité de Glock 9 à de multiples accusations fédérales concernant les armes à feu, y compris la possession d'une arme à feu non enregistrée, l'utilisation de l'identité d'une autre personne et la commission d'un crime, alors qu'il était en liberté provisoire. Un juge du comté d'Orange avait estimé que Smith constituait une menace pour la société et lui avait refusé la liberté sous caution. En plus de sa condamnation fédérale, Smith a dû suivre un traitement antidrogue, purger une peine de 3 ans de liberté surveillée et payer $10 416 de dédommagement. Glock 9 continue de clamer son innocence, niant avec véhémence tout leadership ou implication criminelle au sein de l'AFNF The Army. Malgré ces affirmations et les diverses occasions de changer de voix, Glock 9 semble incapable de se détacher de la vie qui menace désormais de l'enfermer définitivement. Alors que cette affaire complexe se déroule, l'avenir de Glock 9 reste incertain. Autrefois rappeur prometteur, il risque aujourd'hui de passer sa vie en prison, ce qui témoigne des dures réalités de la vie de la rue liées au système de justice pénale. L'histoire de Glock 9 est une mise en garde contre le talent et le potentiel éclipsé par un mode de vie tumultueux et des problèmes juridiques. Tyke est un autre rappeur dont l'histoire est similaire à celle de Glock 9, mais peut-être plus tragique. Dans le monde du hip-hop, peu d'histoires sont aussi déchirantes et complexes que celle de Tyke, un jeune rappeur dont le destin tragique a captivé et choqué la nation. Tyke, qui aspirait à devenir une star du rap, a vu ses rêves s'arrêter brutalement lorsqu'il a été condamné à une peine stupéfiante de 55 ans d'emprisonnement. C'est l'histoire d'un talent, d'un bouleversement et des conséquences irrévocables d'une vie qui a dévié de sa trajectoire, laissant une communauté aux prises avec les conséquences d'un potentiel perdu et d'un récit édifiant qui continue de se dérouler. À l'âge de 15 ans, Tyke faisait déjà des vagues avec son groupe, Daytona Boys. Ils étaient affamés, ambitieux et prêts à conquérir le monde, un bar à la fois. C'est à cette époque que le talent de Tyke a commencé à briller, son débit rapide et ses paroles inébranlables attirant l'attention de ceux qui voyaient en lui l'étincelle d'une future star. Pour Tyke, la frontière entre l'art et la vie est floue. Les rues qui l'ont vu grandir sont à la fois une muse et un champ de mine, un endroit où le spectre de la violence n'est jamais loin. Sa musique était le reflet de cette réalité, un récit aussi convaincant qu'inquiétant pour ceux qui voyaient les signes des problèmes à l'horizon. Les déboires judiciaires de Tamar McIntyre ont commencé par un vol qui a tragiquement mal tourné. En juillet 26, un plan visant à voler de la drogue et de l'argent à un homme nommé Zachary Beloat a entraîné la mort prématurée d'Ethan Walker, âgé de 21 ans, qui a reçu une balle dans l'estomac au cours de ce hold-up malheureux. Transition vers des images de la salle d'audience, saisissant la gravité de la situation alors que Tyke et Say, co-accusés, font face aux conséquences de leurs actes. Accusé de meurtre, la vie de Tyke a pris un tournant décisif lorsqu'il s'est retrouvé mêlé au système de justice pénale. À tout juste 16 ans, il risquait de passer sa vie derrière les barreaux, la dure réalité de sa situation étant très éloignée du monde de la musique et de la célébrité qu'il s'était construit. Le procès a été un véritable spectacle, attirant l'attention d'un grand nombre de personnes. Au fur et à mesure que la procédure se déroulait, les preuves se sont accumulées et l'implication de Tyke dans le braquage et les événements qui ont suivi a été au centre de l'attention. L'accusation a brossé le tableau d'un crime prémédité, Tyke et ses associés étant accusés d'avoir planifié et exécuté un vol qui a entraîné la mort d'Ethan Walker. La défense, quant à elle, a plaidé en faveur d'une distinction entre les actions de Tyke et la fusillade proprement dite, une nuance qui allait devenir un point crucial du procès. Mais l'affaire Ethan Walker n'est pas la fin des batailles juridiques de Tyke. Alors qu'il fuyait les autorités, il s'est retrouvé impliqué dans un autre meurtre, cette fois-ci celui d'un homme nommé Mark Saldivar, abattu à l'extérieur d'un restaurant Chick-fil-A en avril 27. À chaque nouvelle accusation, l'image de Tyke est passée de celle d'un rappeur prometteur à celle d'un fugitif, impliqué dans une série de crimes violents. Ses photos d'identité circulent en ligne, devenant aussi synonymes de son nom que de sa musique. L'accusation a fait valoir que les actes de Tyke, pendant et après le vol, témoignaient d'un mépris de la loi et de la valeur de la vie humaine. Les propos de Tyke sont au cœur de l'argumentation de l'accusation. Son tweet, déclarant son intention d'échapper à la police,
était une empreinte numérique qui ne pouvait être effacée. C'était un moment de bravade qui allait revenir le hanter, car l'accusation l'a utilisé pour souligner son portrait d'un jeune homme qui se sentait au-dessus de la loi. Après des heures de délibération, le jury a rendu sa décision, déclarant Tamor McIntyre coupable. La sentence est sévère, 55 ans de prison pour le meurtre d'Ethan Walker et des peines supplémentaires pour les autres chefs d'accusation. La sentence a eu des répercussions dans la communauté et sur les médias sociaux. Certains y ont vu la juste fin d'une série d'actes insensés, tandis que d'autres ont déploré la perte d'un jeune talent, victime d'un système qu'ils jugent trop impitoyable. Les histoires de Glock 9 et de Take sont autant de mises en garde sur la rapidité avec laquelle la frontière entre l'art et la réalité peut s'estomper et sur les conséquences irréversibles des choix que l'on fait. Cette vidéo vous a plu? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran pour en savoir plus.